Il est Premier ministre depuis à peine 2 mois. Il n'a pas la stature d'un Premier ministre, l'envergure d'un Premier ministre. Et c'est ce qu'il va essayer de se donner maintenant dans ces 2 mois où il est au bureau du Premier ministre. Il va évidemment, et c'est normal, il va utiliser cela pour se donner une image de Premier ministre et pas seulement dans les affaires internationales. Avi Pazner, bonjour, Boker Tov. Bonjour Boker Tov. Alors, je rappelle, s'il est nécessaire encore de le rappeler, que vous étiez ambassadeur d'Israël en France et en Italie. Je voudrais que, sur les plans diplomatiques, nous nous arrêtions sur 2 développements. Cette tension avec les Américains autour de cette petite phrase d'un porte-parole du département d'État qui a affirmé qu'il espérait que les Américains feraient pression sur Israël pour modifier les ordres d'ouverture de feu dans l'armée israélienne. Ça a provoqué une vive colère au sein de la direction israélienne, en particulier chez Yair Lapid et chez Benny Gantz. Est-ce une véritable colère ou alors une colère, on va dire, à caractère électoral ? Ce sont les deux, mon cher Daniel. C'est une véritable colère tout d'abord, parce que les Américains n'ont rien à dire sur ce que fait Tsahal dans les territoires, sur la façon dont on défend les soldats israéliens, les civils israéliens qui habitent en Judée et Samarie. C'est notre responsabilité. Nous le faisons avec beaucoup de tact, d'humanité, avec des consignes extrêmement strictes pour qu'il n'y ait pas perte de vie inutile. Évidemment, de temps en temps, il y a des accidents. Quand chaque nuit, vous avez des batailles, des tirs, des fouilles, eh bien, malheureusement, vous aurez aussi des victimes. Mais cela n'a rien à voir avec les ordres donnés aux soldats de Tsahal, qui sont des ordres pondérés, des ordres qui veulent épargner la vie humaine. Et le département d'État américain n'a absolument rien à se mêler à ce genre d'instructions. C'est comme si nous, on disait à un autre pays, par exemple, si on disait aux Ukrainiens, faites bien attention de ne tirer que sur des soldats russes. C'est exactement la même chose. L'Amérique n'a pas à se mêler de cela. Alors justement, pourquoi le fait-elle ? Pourquoi entre-t-elle dans ce genre de débat qui provoque de telles tensions finalement au bout du compte ? Je vais vous dire quelle est mon idée, Daniel. C'est que puisque cette journaliste était aussi américaine, cette journaliste palestinienne était aussi américaine, il est possible que quelqu'un au State Department, au ministère des Affaires étrangères des États-Unis s'est dit, eh bien, on ne peut pas laisser passer ça comme ça. On ne peut pas dire, OK, vous avez tué une ressortissante américaine, alors il faut bien montrer qu'on fait quelque chose ou qu'on essaye de faire quelque chose. Et voilà, je ne sais pas à quel niveau, peut-être c'est à un niveau assez bas que ça a été décidé. Certainement pas par le président Biden, certainement pas. Et le State Department a dû démontrer, bon, un ressortissant américain a été tué, une journaliste américaine a été tuée, il nous faut une réaction, voilà notre réaction, ok? Mais je suis sûr que même ceux qui ont émis cette réaction savent déjà qu'ils n'ont rien à se mêler dans les ordres de Tsahal en ce qui concerne la défense d'Israël dans les territoires de Judée et Samarie. C'est à nous de prendre toutes les mesures, c'est à nous aussi d'épargner tant qu'on peut les vies humaines, mais c'est notre responsabilité et nous ne laisserons personne nous y mêler. Alors, il y a eu ce développement. Le deuxième développement dont je voudrais que l'on parle, c'est cette probable rencontre qui est en train de s'organiser entre Yair Lapid et Tayyip Erdogan à New York dans le cadre, en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est important pour la diplomatie israélienne que les deux hommes se rencontrent. Est-ce que là aussi, n'y a-t-il pas une sorte de volonté de la part de l'entourage de Yair Lapid, on va dire, d'essayer de donner au Premier ministre une sorte d'envergure d'homme d'État qu'il n'a pas eu le temps de se donner avant ?
Écoutez, Daniel, tout ce que Yair Lapid, et pas seulement Yair Lapid, tout ce que tout le monde va faire d'ici en septembre jusqu'au 1er novembre, jour des élections, a également une dimension politique. Évidemment, tout ce que va faire Netanyahou, tout ce que va faire Gantz, tout ce que va faire Lapid, tout ce que va faire Michali, tout ce que va faire tout le monde a une dimension électorale. Vous ne pouvez pas l'éviter. En même temps, il faut dire qu'il est important que Lapid, si c'est possible, voit Erdogan, parce que notre rapprochement avec la Turquie est un mouvement stratégique au Moyen-Orient. Il faut essayer que la Turquie, je le peux dire, soit de notre côté, ça serait trop dire, mais cesse de se ranger dans le camp de nos ennemis. C'est un pays important aussi qui a un conflit avec l'Iran, pas un conflit ouvert comme nous, mais qui a des différences avec l'Iran. C'est un pays qui peut-être peut nous aider avec notre exportation de gaz future, évidemment, vers l'Europe, sans pour cela nier nos engagements avec la Grèce et Chypre. C'est un joueur régional extrêmement important. Moi, personnellement, je dois dire que je suis ravi de voir le rapprochement entre la Turquie et Israël. Et si il y a une rencontre entre Lapid et Erdogan, eh bien qu'il y ait une rencontre, cela servira peut-être à cimenter cette nouvelle amitié. Mais certainement, je retourne à votre première question, certainement, cela a aussi, dans l'esprit de Lapid, certainement aussi une dimension politique en vue des élections prochaines. Parce qu'il faut bien avouer, Avi, que Yair Lapid se présente aux élections dans une situation particulière. Il n'est devenu Premier ministre que le jour même du début de la campagne électorale. Et de facto, cela ne lui a pas donné le temps de se faire une image, on va dire, d'homme d'État qui est incontournable pour essayer de revendiquer, on va dire, une forme le poste de Premier ministre. Vous ne pensez pas ? Vous avez raison, il n'a pas eu le temps, évidemment. Il est Premier ministre depuis à peine 2 mois. Il n'a pas la stature d'un Premier ministre, l'envergure d'un Premier ministre. Et c'est ce qu'il va essayer de se donner maintenant dans ces 2 mois où il est au bureau du Premier ministre. Il va évidemment, et c'est normal, il va utiliser cela pour se donner une image de Premier ministre et pas seulement dans les affaires internationales. Je m'imagine certainement dans les affaires économiques qui, Daniel, préoccupe le pays beaucoup plus. Aujourd'hui, avec la montée des prix, préoccupe le pays aussi plus que les relations internationales d'Israël. Dans tous les domaines, il va essayer dans ces 2 mois, c'est pas beaucoup de temps, mais lui, il va faire tout son possible pour essayer dans tout ce qu'il va faire, il va essayer aussi de se donner une image de Premier ministre qu'il n'a pas encore. Quand on dit Premier ministre aujourd'hui, c'est pas exactement Lapid qu'on voit dans ce rôle. Quand on dit Premier ministre, la première image qui vous saute aux yeux, c'est toujours Netanyahou. Après, c'est peut-être un tout petit peu Bennett et Lapid pas encore. Donc, il va essayer dans ces 2 mois de faire tout son possible pour se donner une image de Premier ministre. Et vous allez le voir dans tous les domaines, dire j'ai donné des ordres, j'ai fait ça, j'ai exécuté, j'ai planifié, etc., etc. C'est normal en période d'élection. Alors, je voudrais aussi que l'on revienne sur le fameux dossier du nucléaire iranien. On sait que ces derniers jours, apparemment, les Israéliens ont reçu des informations selon lesquelles l'accord ne serait pas en passe d'être signé, qu'il y a, on va dire, une marche arrière, on va dire, de la part probablement des Iraniens. Est-ce qu'il est exact de dire que les Américains sont prêts à aller très loin pour signer un accord, mais que les Iraniens sont prêts à aller encore plus loin pour ne pas le signer ? C'est bien posé, Daniel. C'est bien posé, absolument. Vous avez raison. Biden est très, très intéressé à signer un accord. Et les Iraniens sont encore pas mûrs pour signer l'accord que les Américains voudraient signer. Si vous me demandez si cela joue en faveur d'Israël, je vous dirais que oui.
parce que l'accord qui se dessine ou qui se dessinait n'est pas un bon accord. C'est une répétition de l'accord de 2015 qui n'était pas bon, dans lequel Israël a fait tous les efforts possibles. Netanyahou est même allé parler au Congrès américain sans l'invitation du président Obama, parce que la situation était tellement terrible. Et on a déployé tous les efforts pendant toutes ces années pour qu'il n'y ait pas d'accord et pour qu'Israël puisse garder les mains libres. S'il n'y a pas d'accord avec l'Iran, Israël a les mains beaucoup plus libres et nous avons beaucoup plus de possibilités d'atteler les États-Unis à une éventuelle action militaire ou autre contre le nucléaire iranien. Donc, vous avez maintenant une situation qui peut être aussi, Daniel, une tactique de négociation en disant rien ne va plus, ça marche pas, les Iraniens ne veulent pas, et puis tout à coup, dans 3 jours, vous allez voir qu'ils veulent. On ne sait pas encore, c'est des hauts et des bas dans les négociations. Vous avez vu ça pendant toute cette année où il y a eu des négociations. Il y a eu des moments où on croyait qu'on était très proche, après on n'était pas proche. Mais en tout cas, je peux dire que généralement pour Israël, l'accord n'est pas bon. Et à mon avis, il est mieux pour Israël, pour les intérêts stratégiques d'Israël, qu'il n'y ait pas d'accord, pour qu'il n'y ait aucune question sur le fait qu'Israël peut avoir les mains libres avec peut-être ses alliés pour contrer le nucléaire iranien. Vous êtes d'accord avec moi si je disais que finalement l'impact de la diplomatie israélienne, dans le cas précis, ces voyages de personnalités israéliennes comme le chef du Mossad, comme Benny Gantz à Washington pour essayer de mieux de tenter de modifier l'accord et tout ça, ça n'a pas eu de véritable impact et que si Biden a décidé qu'il y aurait un accord quel qu'il soit, eh bien il sera signé? Absolument, absolument. Israël fait ce qu'il faut faire. Mais il faut bien l'avouer, notre influence est marginale, n'est-ce pas? Biden considère tout d'abord, et avec raison, ce qu'il voit comme étant les intérêts américains. Nous considérons nos intérêts comme étant primaires, mais il faut faire ces efforts. Il a fallu que le chef du Mossad et Gantz se rendent à Washington pour montrer, même pour démontrer qu'on essaye de changer l'accord au dernier moment. Et peut-être même qu'il y aura une virgule là ou un point ici qui peut être changé. Mais généralement, dans cet accord, profondément dans cet accord, l'accord, Israël ne peut pas le changer. L'accord, je le répète, n'est pas bon. Et si vraiment, maintenant, il y a un coup d'arrêt sur cet accord, que les Iraniens ne veulent plus aller de l'avant, ça joue en faveur d'Israël. Il n'y a pas besoin maintenant de le crier sur tous les toits, parce que ça peut paraître négatif, mais entre vous et moi, Daniel, et nos auditeurs, il serait bon qu'il n'y ait pas d'accord nucléaire entre les États-Unis et l'Iran pour qu'Israël garde les mains libres pour œuvrer contre le nucléaire iranien. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Avi Pazner d'avoir accepté de décrypter avec nous en cette fin de semaine l'actualité diplomatique très intense de ce début du mois de septembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée, Avi. À bientôt. Daniel, merci. Shabbat shalom. Bye bye.